Eric. Alors, Eric. Bonjour à tous, bonjour à Christophe. Bonjour. Alors, vous nous appelez des Mureaux dans les Yvelines. Tout à fait. Vous avez vous-même été victime d'un harcèlement? Complètement. C'est-à-dire que ça se passait au niveau de Facebook. Moi, je suis quelqu'un qui assume mon homosexualité très ouvertement et très très vite, ça a dérapé sur des insultes, du cassage, comme on dit vulgairement. Oui, et alors? Écoutez, j'ai laissé faire pendant un premier temps. Je suis parti de Facebook pendant un deuxième temps. Et puis j'y suis revenu en me disant, cette fois sous mon vrai nom, parce qu'à l'époque j'étais sous un pseudo, cette fois avec mon vrai nom, ma profession, j'y suis très très clair sur mes orientations sexuelles et autres, et mes aspirations. Et je me suis rendu compte que c'était en fait un moyen pour des frustrés de se défouler, et que cela coulerait sur moi comme de l'eau maintenant. Oui. Ça ne m'atteint plus du tout. Mais en fait, le problème quand on est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut compter au fond sur personne. On est un peu seul face à cette violence. Ni les policiers, aucune autorité ne peut venir vous aider. Vous avez essayé de contacter la police, par exemple, s'il y avait des choses qui étaient dures ou un peu haineuses contre vous? La police, non. J'ai essayé Facebook, mais Facebook, c'est quelque chose d'assez impressionnant pour essayer d'avoir quelqu'un. C'est impossible. juste impossible. Bien sûr, c'est impossible. C'est pour ça qu'après, on se retrouve face à soi-même. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche sur Internet, si ce n'est que s'amuser, se faire du bien. Donc, en aucun cas, il faut prendre au sérieux tout le reste. Vous aussi, Christophe Willem, vous avez essayé de contacter Twitter? Ah oui, tout à fait. Pas de réponse. Si, pour le coup, je les ai vus plusieurs fois parce que durant l'espace de ces 4-5 ans, j'ai plusieurs fois été en relation avec eux. Maintenant, voilà, c'est vrai que Twitter se retranche derrière cette fameuse loi des libertés informatiques. Je ne sais pas exactement le nom de cette loi et il vous dit que c'est extrêmement compliqué pour eux de communiquer l'adresse IP. Comment? Informatique et liberté. Voilà, la loi informatique et liberté. Et ils vous disent que pour eux, légalement, ça leur est totalement impossible de vous communiquer l'adresse IP et donc l'identité de la personne qui se cache derrière un pseudo s'il n'y a pas une démarche faite de manière judiciaire d'une certaine manière. Il n'y a que les juges qui peuvent identifier tout à fait. les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Du coup, on est un peu abandonné, quoi. C'est-à-dire ce qui est assez déconcertant. Enfin, après, c'est vrai que j'écoute le cas de la personne qu'on est en train d'écouter, qui est une personne, pour le coup, individuelle et privée. Donc, je pense que peut-être les recours sont beaucoup plus gros que lorsqu'on est une personnalité, même si j'aime pas le mot, parce que à partir du moment où moi, j'ai essayé de rentrer en contact justement avec des instances pour arriver à déboucher sur quelque chose de concret, voilà, j'ai porté plainte plusieurs fois et à chaque fois, le retour était qu'à partir du moment où vous êtes public, vous devez, entre guillemets, faire un peu fi de ce genre de choses et assumer les choses ou alors partir tout simplement de ce genre de réseau. Ça a été la réponse qui a été donnée, même si pour le coup Twitter reconnaît, parce qu'en interne on a discuté avec eux, dans mon cas que c'était un harcèlement qui émanait de la même personne depuis 5 ans, donc eux-mêmes nous disaient oui, nous en interne on voit parfaitement bien que ça vient de la même personne, mais ils ne jouent aucun rôle de régulation sur leur propre réseau. Vous disiez, Eric, que vous avez décidé que cela ne vous atteindrait plus, mais ça doit quand même être difficile à vivre que ne le suggère cette simple formule, non? Bien sûr, ça l'a été, ça a été très très dur parce que l'homosexualité, quoi qu'on en pense aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est difficile. On peut pas l'être ouvertement et faire ce qu'on veut et se prendre comme ça des remarques et des réflexions alors qu'on va sur Internet normalement pour se détendre d'une journée de travail. Enfin moi en tout cas, les réseaux sociaux c'est ça. J'ai ma famille à la Réunion, donc c'est vraiment pour ça que j'y vais et se prendre des messages particuliers privés où on vous dit des grossièretés immondes. Vous n'avez pas envie, quoi. Vous n'avez pas envie, mais voilà, après... D'accord. Merci, Eric, d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va, il a le sourire, il tient le coup. Bonjour, Nathalie. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, Christophe. Bonjour. Vous êtes à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, vous êtes professeur des écoles. Voilà, vous êtes enseignante. Et vous avez vu des enfants... Alors moi, j'ai pu voir l'évolution entre guillemets, des réseaux sociaux, l'évolution néfaste, on va dire, des réseaux sociaux à travers un certain cas, notamment l'année dernière, d'une petite fille qui était dans ma classe et qui n'était pas aussi vivace, aussi enthousiaste que d'habitude. Et au début, j'ai mis ça sur le coup de la fatigue, j'ai laissé passer. Et puis une semaine après, je suis allée la voir parce que je sentais qu'elle n'était pas bien. Et elle m'a dit que effectivement, il y avait d'autres élèves qui, alors ces mots qui l'embêtaient sur Facebook. Alors, elle avait 9 ans, donc je vous laisse imaginer, à 9 ans, ils ont déjà leur compte Facebook. Oui. Et donc, déjà un problème. Je m'en suis mêlée. Voilà. C'est-à-dire, de quelle manière vous avez alerté les parents? Je suis allée,
suis allée voir les parents. Voilà, je suis allée voir les parents. Ils me disaient oui, elle est fatiguée. Je dis non, c'est pas, elle est pas fatiguée. Il faudrait vraiment s'en occuper parce qu'avant que ça prenne des ampleurs plus importantes. Et donc j'ai d'abord, alors avant aux parents, j'en ai d'abord parlé aux enfants concernés, qui apparemment suivaient un mouvement en fait. Oui. C'était bien de faire partie de ceux qui embêtaient, c'était bien de faire partie d'un clan, de se tourner contre contre un enfant. Et donc, de toute façon, à partir de là, on est parti sur notre rôle d'éducateur. Oui. Et on a fait pas mal de séances d'éducation civique sur justement le respect de soi, la tolérance, le harcèlement, etc. Bien sûr, c'était quand même de toute façon prévu. Et les visages ont un peu changé. Donc les visages étaient un peu des profils bas. Les enfants concernés, profils bas. Pas les harcelés, mais les autres. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez... Donc voilà, moi j'ai mis là le pied dans le sac. Ben, très bien. Ben, vous avez joué votre rôle d'enseignante. Voilà, vous avez alerté les parents, essayé d'expliquer aux enfants comment ils devaient se comporter sur les réseaux sociaux. Voilà. Et que ce n'était pas forcément nécessaire d'aller sur les réseaux sociaux pour discuter, qu'ils avaient assez de temps dans la journée et autres pour aller pour discuter et d'autres moyens pour se divertir. Mais bon, ça après... C'est la modernité, les réseaux sociaux. C'est difficile de dire à des enfants qu'il ne faut pas les utiliser. Parce qu'on me dit que je suis pas assez moderne. C'est des leur dire, si je peux me permettre, et je ne m'adresse absolument pas à vous en disant ça, mais un enfant ou un adolescent peut se dire, ça c'est un peu vieux con de dire ça, donc du coup, je vais quand même continuer à y aller. Venant de moi, ça passe peut-être mieux. Christophe Willem, oui, c'est-à-dire... Venant de moi, si j'étais un enfant de 9 ans, que c'est peut-être pas très logique de rester sur des réseaux sociaux. Moi, j'ai des nièces, des neveux comme ça, qui n'ont pas de réseaux sociaux, parce que justement, leurs parents sont en mode, non, voilà, tu iras sur ce genre d'endroit quand tu seras au collège, fin de collège, lycée, où là, tu tisses vraiment une toile d'amis, de réseaux réellement physiques. Et c'est vrai que c'est l'intervention intéressante, parce que ça montre bien à quel point le virtuel et le réel se déplacent totalement, et à chaque fois les répercussions qui existent sur le virtuel sont bel et bien réelles, et souvent on est complètement déconnecté des deux, et ça concourt au fait que les gens sont déresponsabilisés, ce que je disais tout à l'heure, des propos qui tiennent. C'est ça le vrai souci, je pense. Merci beaucoup Nathalie d'avoir apporté votre témoignage sur l'Europe 1. Maxime ? Oui, on sait qu'il y a régulièrement des campagnes de prévention sur les dangers des réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez participer ? Ah ben, voilà maintenant, porte-parole. Non mais exactement. Pourquoi pas. Moi après, c'est vrai que je suis pas du tout là dans un esprit d'essayer de donner des leçons ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand on est artiste, on est un petit peu un thermomètre de l'état un peu des fois de la société, parce qu'on est un peu sans filtre, on se prend les choses de manière assez directe, ou vous d'une certaine manière, donc on se prend les choses de manière un peu directe. Et c'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, franchement, j'ai réellement pu voir, et même quand j'en parle avec d'autres amis qui font ce métier, j'ai pu voir à quel point les choses ont dérivé de plus en plus. On partait de MySpace à l'époque, qui avait un côté plus informatif, et en fait, au plus ça devient interactif, au plus les gens justement sont dans une espèce d'impunité la plus totale, et dans la revendication permanente, des fois, d'une certaine manière, de la haine. Ça devient assez tendance, genre de répandre sa haine, de montrer que, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, qu'on a des couilles à envoyer balader quelqu'un publiquement sur un réseau, et on se croit totalement à l'abri des répercussions, ce qui est le cas de toute façon, puisqu'on vous le dit clairement, on vous dit en gros, si vous voulez pas être sur ce genre de réseau et subir ce genre de choses, vous n'avez pas à y être. Mais c'est assez révélateur de tout ça, et je pense que c'est ça, au-delà de tout, c'est ça le vrai problème pour moi. Vous devriez, la liberté d'expression est quelque chose de fondamental que je revendique pleinement, parce que j'ai pu lire récemment que j'étais quelqu'un qui assumait pas du tout la critique haute, ce qui est absolument pas le propos. Aller dire voilà, j'aime pas ta musique, ou alors tu as une sale gueule, des attaques qui peuvent arriver depuis un bon bout de temps, c'est une chose, mais aller dire des insanités permanentes, attaquer systématiquement quelqu'un et son intégrité, moi, ce qui est important pour moi, je pense qu'on a tous sa limite. On peut critiquer ma musique, on peut critiquer ma sexualité, on peut critiquer ma manière de vivre, mais critiquer l'intégrité de quelqu'un, c'est quelque chose qui, moi, me dépasse. Et je trouve que
Twitter en l'occurrence, pour pas le citer, parce qu'effectivement Facebook a un système de modération beaucoup plus présent. C'est-à-dire Facebook qui peut-être jouit du fait d'exister depuis plus longtemps, un système quand même de contrôle et de contrôle de ce qui prouve que la responsabilité de l'opérateur peut quand même s'exercer parfois. Je pense que Facebook est quand même beaucoup plus au fait de tout ça. Twitter, effectivement, voilà, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais si les gens étaient responsables des propos qu'ils tiennent et pouvaient être poursuivis dans la vie réelle, je pense que les réseaux sociaux seraient épurés une grande partie de la haine qui s'y trouve. Donc un appel à Twitter, peut-être quand même que vous pouvez faire quelque chose. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour à tous. Vous êtes à Louvciennes. Oui, tout à fait, oui. Et vous êtes un peu effrayé par la violence qui existe sur les réseaux sociaux, au point de dissuader vos enfants d'ouvrir des comptes sur ces réseaux. Ah, complètement. Quand je vois sur Twitter, je rejoins complètement Christophe sur ce qu'il disait sur Facebook, qui est... on a l'impression que Facebook contrôle mieux. On peut plus facilement dire qu'il y a un profil qui va pas que Twitter. Je trouve que c'est un déferlement de haine et de grossièreté. Et j'ai ma fille qui a 11 ans, qui est rentrée au collège et qui souhaitait, comme tous les copains ou copines, avoir son compte Facebook. Et même quand on voit ce que les enfants... Et vous lui avez interdit? Oui. Et on lui a expliqué pourquoi. Elle a compris? Elle vous a dit qu'elle avait compris? Oui. Elle nous a dit qu'elle avait compris. Parce que ça doit lui faire un peu... par rapport à ses copines, tout ça, c'est un peu compliqué quand même, sans doute, à vivre. Oui, mais on arrive à communiquer très facilement avec notre fille. Et je pense que c'est important de pouvoir lui dire qu'il y a des choses qui ne sont pas pour son âge, qu'elle est encore trop jeune pour pouvoir voir des... Je trouve que Facebook, maintenant, en plus, apparaît avec des suggestions de vidéos qui sont extrêmement violentes. Ça, sans doute, il y a beaucoup de... Les gens partagent tout. Voilà, les gens partagent tout et n'importe quoi. Sur un profil quel qu'il soit, on peut avoir des vidéos, des images très choquantes, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe avec Daesh. Et les parents qui sont autour de vous, vous vous sentez décalés par rapport à eux parce qu'ils laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent, ou ils sont un peu comme vous, prudents? Ils laissent... oui, les autres parents font ce qu'ils veulent. Mais ça, vous êtes un peu décalés? Oui, mais ça me dérange pas. Non, je dis pas que ça vous dérange, c'était juste pour savoir. Oui, non, mais moi je préfère sauvegarder ma fille et ne pas lui ouvrir un compte Facebook. Et je sais qu'elle l'a pas ouvert derrière notre dos parce qu'on parle facilement avec elle de tout ce qui peut s'y passer. Et je pense que voilà, c'est la communication et faire très attention à ce que l'on peut donner ou ouvrir pour montrer à nos enfants. Il faut faire très attention. Et Christophe, je le rejoins complètement sur ce qu'il disait sur Facebook. Et Twitter, je trouve, je n'ai pas de compte Twitter. Et tout ce que je peux voir, en fait, qui est partagé en même temps sur Facebook, surtout sur les personnalités ou les hommes politiques, c'est un déferlement, mais c'est assez violent, oui. C'est très violent. Merci Jean-Baptiste à Louvciennes d'avoir apporté votre témoignage dans ce débat sur les réseaux sociaux. Et je voulais terminer avec Audrina, qui est à Bordeaux, qui est une fan, Christophe Willem. Et donc voilà, je voulais donner la parole pour terminer. Bonjour Audrina. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Christophe. Bonjour. Et donc vous avez été choqué par la mésaventure qu'a connue Christophe Willem? Oui, extrêmement. Parce que moi, je suis Christophe depuis maintenant le début de 10 ans. Et c'est vrai que Christophe est plus présent sur Twitter, donc je l'étais forcément un peu plus aussi. Et on voyait continuellement les messages de cette même personne à l'égard de Christophe. Et vraiment, c'était choquant parce que c'était des insultes, des critiques qui n'avaient pas lieu d'être. Et vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, mais comment il fait justement, comment Christophe fait pour supporter ça? Et c'est vrai que par moments, Christophe répondait, d'autres moments, il laissait couler, et puis jusqu'au moment j'ai tout essayé, effectivement. Ouais. Ah non, mais si vous me suivez, en 5 ans, j'ai essayé de répondre, de lui parler en message privé, d'essayer de comprendre, et la réponse était non, mais mon but est totalement de te nuire, de t'anéantir, ruiner ton image, ruiner ton... Voilà, c'était... Voilà. Mais c'est de la folie, pure. Ah non, là, on a affaire à un vrai cas. Là, je pense qu'il y a un vrai cas d'étude. Je pense que quelqu'un nous écoute et peut être à son écoute à elle. Non, mais c'était assez hallucinant. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, mais juste, je rebondis juste sur un truc quand on parlait justement par rapport au témoignage d'avant. Ce qui est assez, pour moi, interpellant par rapport à toute cette histoire sur Twitter, entre autres, c'est qu'il n'y a jamais autant, j'ai envie de dire, de commentateurs politiques à travers justement l'anonymat de tout le monde. Ça, le métier est un peu gâché, oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais autant... Le vrai souci est là, c'est-à-dire que cet anonymat permet à tout le monde de s'exprimer, d'aller au-delà de ce qu'il oserait dire dans la vie de tous les jours, et en même temps, il n'y a jamais eu autant de désintérêt
de la politique. Je pense que c'est ça l'axe qui est intéressant, c'est que si les gens justement étaient responsables par rapport à ce qu'ils expriment, ils peut-être s'investiraient davantage dans la vie politique, dans le sens sociétal du pays dans lequel ils habitent, pour essayer d'avoir des actions intéressantes plutôt que d'être dans le dénigrement permanent de ce qui s'y passe. Merci Audrina pour votre appel depuis Bordeaux, où je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et puis à bientôt. Voilà. Avec plaisir. Et merci à vous, Christophe Willem, d'avoir accepté de participer avec nous à ce dialogue avec les auditeurs d'Europe Midi sur les réseaux sociaux. Et nous reprenons, ce dialogue au 3921 demain dans Europe Midi. Et dans 2 minutes.